BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de la saison 6 d'Impact PME, l'événement, vous le savez, 100% PME de BFM Business et de la CPME qui va nous permettre de nous réunir à nouveau le 24 juin prochain à Station F pour une grande journée de solutions et de networking au profit de tous les entrepreneurs. Mais tout de suite, prenons un peu justement, faisons le point sur la situation géopolitique et économique de ces entrepreneurs, celle à laquelle ils font face au quotidien, et la façon dont cette situation affecte forcément leur gestion, leur façon d'acheter, leur façon de consommer et de diriger leur entreprise avec mes trois invités. Avec vous, Julien Lebrun. Julien, vous êtes directeur des ventes de Dacia France. Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir d'avoir aussi Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Bonjour. On reviendra bien sûr sur le rôle des CCI. Et Augustin Jacquelin, un entrepreneur formidable qui a créé Lemon Tree, qui est une magnifique entreprise de recyclage, vous allez voir, qui partage forcément plein de sujets communs avec ce qu'on va évoquer. On va peut-être commencer avec vous, Alain, parce que l'analyse du logement, enfin, quand je parle de situation géopolitique et économique, je ne vais pas dire que c'est pas la joie en ce moment, mais en fait, c'est quand même dur. Oui, Quelles sont les grandes choses qui inquiètent un petit peu et qui impactent finalement? D'abord, est-ce qu'ils ont le moral, les entrepreneurs? Alors, si vous voulez, on fait une enquête depuis 2015 tous les mois et donc on va sonder le moral, on va prendre le pouls de l'entreprise et des entrepreneurs. Donc là, sur le dernier mois, donc sur le mois d'avril, on était à 66. Alors 66, ça veut rien dire et tout dire. Lorsqu'on crée l'indicateur en 2015, on était à 100. Au plus haut, on était à 142. Au plus bas, à 50, quand on a eu la crise Covid, qu'on a tout fermé. Et moyenne longue période, c'est 120. On n'est pas loin du Covid avec 65. Donc c'est pas bon. En gros, bon, c'est pas bon. Et c'est même le plus mauvais résultat depuis 2 ans. Et après, si vous voulez, on sonde donc le pourcentage des entrepreneurs qui ont confiance dans l'économie française, dans l'économie internationale. L'économie française, c'est 13%. Donc le minimum était à 11%. Mondial, c'est 13% aussi. Pas beaucoup mieux. Et il y a une confiance dans l'entreprise parce que son entreprise, on la connaît. Dans mon entreprise. Je la maîtrise. Et dans les entrepreneurs, du coup, aussi au niveau français. Et dans les entrepreneurs. Simplement, on est sur un niveau relativement bas. Et puis, il y a des raisons objectives. Des raisons pour les PME, parce qu'on parle beaucoup de PME. Bien sûr. C'est qu'elles souffrent de 3 maladies. Donc, vous savez qu'on a les entreprises les plus endettées en Europe par rapport à notre PIB. Il y a toujours le PGE remboursé. Voilà, exactement. Et la grosse partie, c'est le PGE. Ouais. Le deuxième élément, c'est une baisse des marges. Parce qu'on a vécu une période inflationniste qui ont fait que les PME qui n'ont pas le pricing power n'ont pas eu capacité à adapter leur prix de vente en fonction de l'augmentation de leurs charges. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a la croissance. Donc on ne peut pas se refaire sur la croissance. Je pensais que le dernier point était la situation internationale qui inquiète. Alors, ça, c'est pour la situation, si vous voulez. Ça, c'est pour l'économie pragmatique des entreprises. Oui. N'oubliez pas les secteurs en difficulté que sont le bâtiment, l'automobile généralement, donc tout ce qui est bien sûr immobilier, et donc y compris les secteurs de la chimie et du commerce. Alors, après, il y a deuxième élément d'inquiétude, c'est la situation nationale en premier avant internationale. C'est qu'on vit une instabilité qu'on n'avait pas connue. Politique. Voilà. 4 gouvernements en 1 an, et on attend tous le PLF 2026. Ce qui fait que l'investissement est en chute libre. Voilà. Et le troisième sujet, vous l'avez dit, c'est une instabilité internationale, à la fois politique ou géopolitique, avec les crises que vous connaissez, les guerres, et surtout avec un président des États-Unis qui nous menace d'avoir des droits de douane qui font que, s'il les applique, nous ne serons plus compétitifs. Tout ça fait, si vous voulez, que vous avez une hausse des défaillances des entreprises, une hausse du chômage et une baisse des investissements. Et si vous voulez, la trajectoire que l'on voit quand on la projette, elle n'est pas très bonne. D'où le moral qui est un peu en berne. Alors, Julien Lebrun, vous êtes le directeur des ventes, on a évoqué l'automobile, des ventes de Dacia France. Dacia a été un peu perçu comme le trublion lorsque, en fait, c'était il y a 20 ans, en fait, en 2004, lorsque Julius Fazer a racheté cette entreprise roumaine. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, vous êtes un peu devenu un peu agitateur aujourd'hui, puisque vous êtes aussi là pour nous dire que Dacia, après avoir largement conquis le marché des voitures particulières, est en train de s'intéresser au marché, ce fameux segment C, sur lequel elle n'était pas avec ce fameux Bigster qui arrive, notamment le fameux Bigster qui arrive. Et j'aimerais, avant qu'on en parle, que vous nous définissiez un peu l'ADN de la marque à l'époque et aujourd'hui, en fait. Alors, effectivement, vous l'avez souligné, on est une marque jeune. Ça fait 20 ans. Oui, 20 ans. Et c'est pas énorme. 20 ans, quand même. Oui. Et effectivement, avec un ADN qu'on a su garder, je pense, depuis ces 20 ans. Notre ADN, il est assez simple, finalement. C'est en permanence présenter le meilleur rapport prix-prestation, en redéfinissant en permanence les essentiels de l'automobile. Et finalement, de la Logan à aujourd'hui, je pense qu'on sait conserver cet ADN. Après, l'histoire évolue, les produits évoluent. Ce ne sont clairement pas les mêmes véhicules. C'est plus du tout les mêmes véhicules. Je pense que vous le constatez dans la rue. Absolument. Et je pense que ça s'est accéléré ces 3-4 dernières années. Et c'est vrai qu'on a des nouveaux produits, un nouveau logo, une nouvelle signalétique même, extérieure, intérieure à notre réseau de distribution. Et donc, finalement, on a
conserver l'ADN, mais travailler énormément sur un certain nombre d'éléments qui vont autour, avec finalement cet événement fort de l'année qui est le lancement du nouveau Bigster. Bien sûr. J'ai vu quelques vidéos pour préparer cette émission de youtubeurs. Apparemment, vous avez invité, je crois, vous avez mis 90 Bigster dans un parking à Marseille et vous avez donné les clés en fait à des professionnels de l'auto et ils sont partis dans la campagne provençale et ils ont essayé la voiture. Alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est une nouveauté pour vous puisque vous avez vendu près de 2 millions, 1,9 million de véhicules en France depuis 2005. Vous êtes sur la 3e marche du podium en fait des voitures particulières depuis 2022. Maintenant, oui. 8,4% de part de marché. Et là, vous attaquez avec ce fameux Bigster. Ce segment C, c'est quoi ce segment C sur lequel vous n'étiez pas du tout d'ailleurs pour le moment. Ouais, c'est vrai. Alors, quel est-il et pourquoi avez-vous envie de toucher les entreprises qui justifient un peu votre présence ici aujourd'hui d'ailleurs? Absolument. Alors, plein de questions. Donc, effectivement, l'histoire de la marque fait qu'aujourd'hui, on arrive dans ce fameux segment C. Alors, quand vous lisez on va dire la presse spécialisée, c'est un peu le Graal des constructeurs automobiles. Mais je pense que ce qui est important, c'est que la marque Dacia s'est surtout construite sur le commerce à particulier. 85% de nos ventes sont vers des clients particuliers. C'est vrai qu'on touche peu les professionnels. Aujourd'hui, le segment C, force est de constater, c'est la moitié de ventes à professionnels. Et chez Dacia, on se dit que on a sans doute quelque chose à amener aux clients professionnels. Exactement de ce que dans le cadre de la situation que vous décriviez tout à l'heure, finalement, dans un contexte qui change beaucoup, avec des attentes de nos clients professionnels qui changent énormément. Et finalement, la vente à professionnels, on se dit, on a un truc à dire. Pourquoi ? Déjà, c'est très rationnel comme vente. Vous avez moins de facteurs émotionnels que quand vous êtes client particulier, que vous êtes en train de choisir votre voiture. La voiture, c'est toujours émotionnel. Non. Alors, il y a non. Ouais, ça peut être fonctionnel aussi. Ouais. Non, mais il y a quand même il y a un coup de tête souvent. Alors, je vous rejoins en ça. Je pense que tout le travail qu'on a fait sur l'image de la marque, forcément, contribue. Vous avez mis de l'émotion dans la marque. On essaye de mettre un peu d'émotion. Et même quand on est purement rationnel, qu'on aligne les chiffres sur le tableur Excel, je pense que tout ce travail qu'on a fait joue un peu au moment du choix. Bien sûr. Et finalement, dans ce cadre-là, je pense que Dacia a un certain nombre d'arguments. Déjà, on a des produits qui sont assez uniques. Des produits type du Duster 4x4, du Bigster 4x4. Un certain nombre de professionnels nous disent vous êtes les seuls sur le marché à avoir un produit avec ces prestations-là, à ce prix-là. Du Jogger, 7 places, pareil, des prestations 7 places au prix auquel on le propose, il y en a très peu sur le marché. Une Spring, qui est le véhicule électrique le moins cher du marché en ces périodes de verdification, de verdissement des flottes et de ZFE. Je pense que c'est des arguments. Après, on a des arguments de fiabilité. Garantie 3 ans, des pièces éprouvées, un réseau. Ça aussi, je pense que les clients pros mettent en avant la qualité de notre réseau. On a plus de il faut que les voitures, ça tourne. Quand on a une voiture qui livre des choses à ses clients, il vaut mieux que ça tourne tous les jours. On a plus de 4000 points de vente en France. On sait qu'on vient plus souvent à l'entretien qu'à la vente. Donc, c'est aussi un facteur de réassurance, j'ai envie de vous dire. Et finalement, dernier point, c'est des valeurs résiduelles qui nous permettent d'offrir de la compétitivité à nos clients. Et on parlera du prix, parce que les prix sont effectivement très attractifs sur ce segment. Mais on va d'abord parler de vous, Augustin Jacquelin. Bonjour, Augustin. Bonjour le cofondateur de Lemon Tree. Vous êtes un Leroyais. Move J, j'adore le Move J. Le Move J, c'est quand même... On aime tous le Move J. On aime tous le Move J. Formidable accompagnement d'entrepreneurs. Vous avez démarré, en fait, en 2011, votre entreprise avec un ami sorti d'études, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Comment a grandi Lemon Tree et par quoi ça a-t-il démarré ? Effectivement, vous le rappelez, ça fait déjà 14 ans, donc passe vite, on passe côté PME, on est un peu moins côté start-up. Et donc, nous, on est deux copains d'enfance, sortis d'études, on a envie d'entreprendre. On cherche d'abord un secteur d'activité qui nous parle. On se dit assez rapidement qu'on va aller dans quelque chose qui est écologique parce que ça nous porte et que ça va nous porter longtemps. Et quand on fait un panorama des solutions qui existent, on tombe dans la marmite des déchets. Et quand on y tombe, on n'en ressort plus. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses à faire. Ils sont mal recyclés, voire pas recyclés, en fait. Exactement. Ou pas collectés aussi. Et le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup, notamment des emballages qu'on sait transformer, mais là où ça coince, c'est qu'on n'arrive pas à les faire rentrer dans les bons tuyaux. On n'arrive pas à les capter. Et donc, on s'est attaqué à ce sujet, et notamment une zone un peu délaissée, qu'on appelle le hors-foyer. Donc, en fait, c'est tous les déchets qui sont en dehors de la maison. Dans les bureaux ? Dans les bureaux, sur les campus, dans les gares. Enfin, vous baladez partout, vous voyez à quoi ressemble une poubelle de rue. Le tri, c'est quand même un peu compliqué. Et aujourd'hui, du coup, ça offre en fait une solution, une offre globale aux grands groupes, ETI, PME, grosses boîtes, à partir de 20 à 30 personnes, de collecte simplifiée en fait. Vous voulez être en fait la gestion globale simplifiée de tous vos déchets en optimisant la valorisation commerciale en fait et financière. Exactement. La promesse, c'est de dire donnez-nous les clés de vos déchets. On va faire mieux. On va faire mieux sur un plan
écologique, parce que ça va aller dans des filières qui sont en France. On fait de la transformation matière. Notre but, c'est de lutter en fait contre l'enfouissement des ressources et l'incinération. Donc, Bien sûr. tout ce qu'on peut recycler, on le recycle. Ce qu'on peut réemployer, ce qu'on peut aussi réduire. Ça, c'est plus rare chez les gestionnaires de déchets. On cherche aussi à réduire les déchets chez nos clients. Donc, Aujourd'hui, on s'adresse à des entreprises. Si on parle en chiffres, aujourd'hui, c'est 130 salariés, c'est plus de 1000 clients B2B, on est Oui. d'accord, 12 millions de chiffres d'affaires et 25 000 tonnes de déchets qui sont sauvés, en fait. Oui, j'aime bien le terme sauver parce qu'on va vraiment les sortir des fours et des trous pour leur redonner une nouvelle vie, de la matière première de seconde génération ou même des déchets qui vont faire plusieurs tours. On parle de réemploi. Ouais. On lance notamment là des machines qui vont être à l'entrée des magasins pour récupérer des bouteilles en verre réemployables. La fameuse, le retour de la consigne. C'est exactement ça, C'est ça. c'est le retour de la consigne. Il y en a qui vont avoir Non, une mais moi, petite pointe de j'adore. nostalgie. Mais c'est la consigne nouvelle génération, c'est-à-dire que vous C'est avez des... contraignant, mais c'est formidable. Ouais. Voilà, justement, ça va être simple. Vous avez des automates, vous posez votre bouteille, vous récupérez votre consigne. Ouais, on reviendra peut-être après vers vous sur la façon dont vous arrivez à simplifier des choses complexes, justement. C'est l'intelligence de Lemon Tree, c'est qu'elle arrive par des process un peu nouveaux et un peu intuitifs et malins à faire justement ce qu'il est difficile de faire compte tenu des contraintes réglementaires, etc. Mais avant, j'aimerais revenir vers vous, en fait, Alain Di Crescenzo, parce que typiquement, quand j'entends recyclage, etc., c'est aussi une des missions, parmi les nombreuses missions que j'aimerais qu'on évoque en quelques mots de CCI, c'est que vous favorisez aussi la transition écologique et numérique des entreprises. Ouais. C'est un peu votre job. Si vous voulez, en début de mandature, des mandatures de 5 ans, on signe un contrat avec l'État. Et donc, il y en a des axes à respecter. Donc, ce sont des axes sur lesquels on met l'argent public. Parce qu'on reçoit de l'argent public qui vient des entreprises et on investit et on exécute des missions de service public. Et la première priorité, c'est l'accompagnement au verdissement de notre économie. Voilà. Et donc, par exemple, sur les 18 derniers mois, on a sensibilisé 120 000 entreprises donc au verdissement de leur entreprise. Alors, le b.a.-ba, hein, donc ça passe bien sûr par les économies d'énergie, il ne faut pas oublier, donc on fait des économies, mais après on mesure l'empreinte carbone et puis on regarde comment on peut faire évoluer les entreprises et on a des résultats qui sont super. À tel point, si vous voulez, que donc on a l'impression d'avoir fait une grosse partie du marché de ces PME-PMI qui ont investi sensiblement, qui ont été aidés pour, encore une fois, se verdir. Il y a un progrès extraordinaire qui a été fait là-dessus. Je vous donne juste une petite information. Moi, j'ai connu ce début de la décarbonation il y a 10 ans, à peu près, de mon côté en tout cas. Donc, si vous voulez, ça n'intéressait quasiment personne. Aujourd'hui, c'est devenu la principale préoccupation des entreprises sur ce sujet-là, d'évolution pour eux, pour l'entreprise et pour notre planète. Mais on voit bien d'ailleurs, Julien Lebrun, c'est la première fois d'ailleurs que vous avez des moteurs tout à fait nouveaux, d'ailleurs hybrides, notamment. Oui, C'est-à-dire que vous avez, fait beaucoup le choix, Oui, oui. effectivement, du mild hybride, full hybride, c'est ça, c'est nouveau. Absolument. De l'électrique avec aujourd'hui le modèle Spring que vous évoquiez. Absolument. Mais c'est une préoccupation montante, ça, justement, Oui, des entrepreneurs que vous allez convaincre aujourd'hui. Est-ce que c'est un atout aujourd'hui pour ce nouveau marché B2B vers lequel vous voulez aller aujourd'hui de plus en plus? Oui, clairement. Je pense que l'extension et l'élargissement de nos gammes de motorisation, c'est quelque chose d'important. Et comme vous le signez, aujourd'hui, on arrive des motorisations hybrides, ce qui est assez récent hein, dans la marque Dacia. J'ai vu que votre concurrent Peugeot, pardonnez-moi de le citer, mais est devenu le premier pour le moment avec très récemment, il était extrêmement Toyota. rapidement sur la librisation de sa gamme. Je dirais que dans le groupe Renault en général, on a Vous aussi, travaillé bien sûr, énormément bien sur sûr. l'hybridation de Avec nos une motorisations. grande- Et c'est vrai que très vite, c'est vrai très qu'on est rapidement. tous allés très vite. Ouais. Je pense que ça a beaucoup d'atouts, et notamment un atout, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est la diminution de la consommation, donc des émissions de CO2. Bien sûr. Mais qui dit aussi diminution de la consommation, c'est des économies dans le cadre du coût d'usage du véhicule. Et donc, c'est des éléments, très clairement, que regarde un client professionnel, parce qu'on fait toujours le compte de ce que va coûter la flotte. Et très clairement, quand on développe ce genre de motorisation, on sait qu'on est capable de répondre à des besoins de clients professionnels également. Et ça, c'est quelque chose qui est important et sur lequel on travaille. Et un autre point, si on parle toujours consommation, nous, quand on conçoit nos voitures, on travaille toujours pour mettre l'essentiel dans la voiture. Et il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des voitures qui sont 10% plus légères que le reste de la gamme. Si on prend nouveau Bigster, il pèse 150 kg de moins que la moyenne des véhicules du segment CSUV. 150 kg de moins, ça fait quelques litres de carburant en moins et quelques kilogrammes d'émissions de CO2 en moins. Spring, c'est le seul véhicule électrique d'Europe qui fait moins d'1 tonne. Ah oui, il y en a de moins d'une tonne. Il y en a une, c'est la Spring. Augustin, vous êtes plutôt des camions, vous, non? C'est ça? Oui, effectivement. Donc on fait des collectes partout. Oui. On va chercher les déchets chez nos clients. Aujourd'hui, c'est 2/3 de notre flotte qui est dite propre. Alors, on a fait le choix du gaz, on a fait le choix de l'électrique.
Donc on a un parc qui est effectivement assez hybride, aussi en taille, puisqu'il faut qu'on puisse faire de l'hypercentre-ville. Parfois, on va un peu plus loin, chercher des grosses quantités. Donc voilà, mais c'est sûr que d'abord, on essaie d'être cohérent avec les enjeux Votre et positionnement, votre voilà, mission. ce qu'on Mais défend. est-ce que justement le marché des B2B, est-ce qu'il est très sensible à ça? Comment est-ce qu'il évolue? Comment évoluent les attentes de ce marché B2B en général? En revenant, j'aimerais revenir aussi sur la situation géopolitique. On avait démarré un peu là-dessus en disant on apporte une réponse à cette tension sur les comptes d'exploitation, sur la trésorerie, etc. Est-ce qu'au niveau de l'Elementary, par exemple, vous voyez comment réagissent, comment sont-elles les entreprises aujourd'hui, vos clientes, et comment on travaille aujourd'hui avec le secteur B2B? Quelles sont les clés pour y réussir? On le disait, hein, c'est vrai que le contexte économique il est assez tendu, c'est pas facile. Donc l'objectif c'est de bien travailler sur la valeur de ce qu'on apporte. Nous, on essaie de conjuguer à la fois une valeur écologique, on le disait, la décarbonation, les enjeux. Donc on est plutôt sur le segment de l'économie circulaire et ses sources de décarbonation. Hein. Bien sûr. Donc voilà, il y a cet environnement réglementaire et il faut y aller. Et en même temps, si on peut créer de la valeur économique derrière ça, et les économies d'énergie, c'est un bon exemple, le sujet des déchets, c'en est un autre. Aujourd'hui, les déchets, c'est un poste de coût, et s'il est mal géré, eh ben, il coûte cher. Et ça va aller en se dégradant. C'est-à-dire que moins bien vous gérez vos déchets, plus ça va vous coûter cher. Il y a deux sujets que j'aimerais encore évoquer avec vous, Alain Di Crescenzo, avant de revenir peut-être sur effectivement les atouts du nouveau Dacia sur ce marché B2B. C'est important aussi, c'est de renforcer la démarche globale de simplification au profit des entreprises. Le test PME, la CPME est extrêmement attachée, puisque c'est elle aussi qui est co-organisatrice d'Impact PME. Mais non, mais c'est important, parce qu'il y a deux missions qu'on n'a pas évoquées. Il y a l'international avec la Team France Export, on en dit un mot, et effectivement, rapidement aussi, la rationalisation des process et comment on arrive à simplifier. Alors, si vous voulez, sur l'international, c'est pas compliqué. Si on regarde le marché mondial, hors France, c'est 97% du PIB, d'accord, qu'on peut avoir, du potentiel qu'on peut adresser. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 fois plus de business à faire à l'extérieur des frontières qu'à l'intérieur des frontières. Deuxièmement, si vous voulez, ce qui est nouveau d'ailleurs, c'est qu'on disait il y a quelques années que l'international était risqué. Non, ça dérisque l'activité nationale, parce qu'on va pouvoir asseoir ses investissements sur un périmètre qui n'est pas le même. Et puis quand quelque chose ne marche pas quelque part, ça marche plutôt mieux ailleurs et il vaut mieux en profiter. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est d'accompagner toute taille d'entreprise. C'est là que c'est important. Que moi, de mon côté, j'ai commencé à l'international. On était 3. J'avais 25 ans, donc ça marche pour tout type d'entreprise. Et donc, on accompagne, on prépare d'abord les entreprises sur le territoire français, parce que l'international, ça se fait d'abord sur le territoire national. Est-ce qu'on est compatible avec les normes? Est-ce qu'on a la culture des pays que l'on veut adresser? Est-ce qu'on a les moyens et les équipes? C'est ce qu'on vérifie. Et puis après, on les accompagne sur une opération à l'étranger qui peut être au départ un salon, trouver un distributeur, un partenaire. Et on fait ça au sein de la Team France Export. Vous voyez, ça fait partie des réussites françaises dont on ne parle pas beaucoup. Et on les contacte comment? On frappe à quelle porte? On fait du porte-à-porte. Non. Alors, on nous contacte. Je suis très pragmatique. Mais si vous voulez, il y a deux choses. C'est que ça fait bien longtemps, vous savez, je suis un entrepreneur, qu'on n'attend plus le client. D'accord. Et moi, j'estime que ce sont des clients. Donc, on va les chercher. Donc, on fait du porte-à-porte. On va rencontrer les entreprises. Et pour votre information, on en rencontre sur l'international 30 000 par an. D'accord. Et depuis qu'on a lancé la Team France Export avec BPI, avec Business France, avec les conseils du commerce extérieur de la France, avec les régions de France, on est passé de 130 000 exportateurs il y a de ça 4 ans à plus de 150 000 aujourd'hui. Donc, on a fait une belle révolution là-dessus. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Après, on est en train de revoir la priorisation des destinations, parce que vous avez compris que les droits de douane... Mais disons un mot rapide sur le test PME, la simplification que tout le monde attend. Écoutez, c'est l'évidence. Quel est votre rôle là-dessus? On avait, si vous voulez, un rôle qui était majeur, c'était le gouvernement Barnier nous avait donné la mission de faire ce test PME. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le panel. Avec un ministre qui avait très envie d'y aller en plus. Avec un ministre qui avait très envie d'y aller. À l'époque, et donc, il n'a malheureusement pas duré longtemps. Mais... Alors, ça faisait quoi, si vous voulez? Avant qu'un dispositif soit mis sur le marché, ou soit voté, on va le tester auprès des PME et on ressort les éléments d'amélioration. Est-ce qu'il est adapté, pas adapté, etc. Simplement, regardez, quand on veut chercher la création de valeur et de la compétitivité, ce que veulent nos entreprises, on pourrait gagner entre 4 et 5 points de compétitivité en simplifiant, si vous voulez, le fonctionnement législatif dans ce pays, les règles, etc., tout en respectant, bien sûr, les lois et le droit européen. Donc là-dessus, je veux continuer à faire ça. Donc on a fait des tests sur les franchissements de seuil. Vous savez, quand vous passez de 9 à 10 personnes, à 10 personnes dans une entreprise... Je ne veux même pas le savoir, parce que ça me traumatise à chaque fois que j'apprends cette information. Il y a 25, messieurs, il y a 25 règles en plus. Si je peux dire. Et quand vous passez sur des seuils supérieurs, il y en a 4 ou 5. Donc on est fou un petit peu. Mais vous y croyez qu'on peut changer? Chaque gouvernement depuis 30 ans veut simplifier. Mais écoutez, ça ne coûte rien.
Alors, il faut m'expliquer quels sont les freins, parce qu'il faut me les donner, parce que quelque chose qui coûte rien et qui rapporte, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, je ne lâcherai pas le sujet. Donc, on est en discussion avec le gouvernement pour faire ce test PME, évidemment avec les entreprises de France. Vous évoquiez un certain nombre d'atouts, effectivement, de votre gamme, notamment pour attaquer ce marché B2B. Quels sont-ils, les autres dont on n'a pas encore parlé? Est-ce que, par exemple, vous créez des produits spécifiques de financement, par exemple, quand on attaque ce marché? Est-ce qu'on change, quand on a toujours accueilli des clients particuliers, finalement, dans les concessions Dacia, et que tout d'un coup, on accueille... en plus, honnêtement, si on tient un Bigster, on ne pense pas véhicule utilitaire, on pense flotte d'entreprise, pour le coup, parce que c'est pas un véhicule avec lequel le plombier va faire effectivement son job chez les particuliers. Pas forcément. Non, mais vraiment, mais en tout cas, on pense vraiment, votre job, c'est d'attaquer en fait les flottes aujourd'hui, en tout cas le business de la flotte d'entreprise. Comment vous l'avez pas réinventé, mais je disais, vous êtes un peu un trublion. Est-ce que là-dessus aussi, vous essayez de faire un petit peu différemment? Alors, on est un peu quand même classique dans l'approche. Et ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on n'attend plus les clients, il faut aller les voir. Et pour le coup, on a un réseau, on a des vendeurs qu'on forme, qu'on a reformés, parce que, comme vous le soulignez, vendre à flotte, vendre à société, ça suppose d'avoir des connaissances complémentaires. Et puis vendre à une famille, j'imagine, avec le gamin qui va donner son avis sur la voiture et un entrepreneur qui va payer ça avec un emprunt éventuellement, etc. C'est pas le même discours non plus. Je suis d'accord avec vous, même s'il y a des similitudes. Dans les deux cas, il y a quand même un raisonnement de coût d'usage qu'on démontre de plus en plus à des clients particuliers. Donc finalement, que la transition se fait assez bien finalement. Mais effectivement, on forme nos vendeurs, on les forme régulièrement, on les forme sur le business flotte, sur le business société. Et effectivement, derrière, on va voir les clients. C'est-à-dire qu'on va voir les clients pour leur montrer nos véhicules. C'est important de montrer les véhicules, d'aller au-devant des clients, parce qu'on a des véhicules qui correspondent à leurs usages, qui correspondent à des besoins. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les budgets de nos clients ont aussi tendance à se réduire. Et finalement, quand vous arrivez avec un Bigster sur le marché, dont la version hybride vaut moins de 30 000 €, alors que le prix moyen d'un véhicule sur le segment CSUV, c'est 38 000 €, vous êtes un peu le trublion, effectivement. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à dire et qui peut susciter l'attention de nos clients flottés. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est se dire, on a une carte à jouer, on la propose parce que je pense qu'il peut y avoir un vrai bon business entre Dacia et les flottes. Ce qui est intéressant, je ne sais pas, Augustin, si ça vous parle ou pas, cet aspect simplification, mais moi, ce qui me frappe, parce que j'ai regardé justement un petit peu pour faire l'émission ce nouveau véhicule, c'est qu'on a le sentiment que vous avez juste mis ce qui était sexy et indispensable, mais pas plus, en fait. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce n'est pas une forme de décroissance ou de déconsommation, mais de se dire, est-ce qu'on n'est pas à un moment, au fond, notamment dans l'automobile, mais ailleurs, où d'avoir une tech hyper... d'en mettre trop, en fait, c'est un peu où ça réduit, où ça augmente le coût. C'est comme le patinage artistique, il y a 2-3 figures imposées, quoi. Sur le segment C, il faut des toits ouvrants panoramiques, une clim bizone, c'est la première fois de notre vie qu'on a ça, un haillon motorisé pour le coffre, mais on l'a fait de façon maligne, on va dire. Le haillon motorisé, il n'y a qu'un des deux haillons qui est motorisé. Voilà, c'est là qu'il faut être malin, gagner du poids. C'est sur quoi je voulais en venir, effectivement. Ça vous parle ou pas, quand on dirige une entreprise avec beaucoup de contraintes réglementaires, notamment où il faut gagner de l'argent dans le recyclage et dans les déchets, est-ce que c'est une tendance d'être plus malin, d'aller à l'essentiel et de simplifier pour que les boîtes soient plus rentables? Oui, le sujet de la simplification, nous, il nous parle beaucoup. D'ailleurs, c'est un des éléments qu'on met en avant, y compris dans notre proposition, à nos clients. Parce que quand on dit donnez-nous les clés de vos déchets, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir 3-4 prestataires différents qui viennent, que vous devez synchroniser, et puis après vous faites la course derrière pour récupérer les éléments réglementaires, et il y en a un certain nombre. Là, vous avez un interlocuteur unique, des éléments simples. Ça doit être aussi simple pour l'utilisateur. Et nous, on a toujours joué ce côté aussi un peu ludique, un peu sympa, c'est-à-dire donner envie et en même temps que ce soit facile. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils, et notamment des outils tech, de plateformes, etc., que nous, on met également dans notre offre. Et en 3 clics, vous avez vos rapports qui sont nickel, vous avez toute la documentation. C'est génial. Simplifier la vie de ses clients, ça revient toujours à se compliquer la sienne. mais c'est la clé du business d'aujourd'hui. Et l'autre clé, c'est comme vous le dites. Easy to do business with. Il dit TBW en anglais. C'est la clé absolue. En tout cas, je vais vous dire un truc, Julien. Je me suis dit, parce que je me suis intéressé à votre voiture, je vous l'ai dit au téléphone, j'ai passé un appel, j'ai été sur votre site. J'ai dit, tiens, j'aimerais un essai.
Eh ben, je veux dire chapeau. 2 minutes après, j'ai eu un coup de fil d'une personne charmante qui m'a dit quel véhicule qui vous intéressait. Et très convaincant et très efficace. Très bien. Donc vous êtes plutôt pas mal parti là, Ouais. apparemment. Comment sont les premiers retours? Ils sont excellents. Très clairement, premier retour, les clients ont un vrai effet waouh quand ils découvrent la voiture, la place à l'intérieur, la place au deuxième rang pour les genoux, la place du coffre. Beaucoup de clients nous disent on retrouve une voiture avec un grand coffre. Et ça attire énormément. On retrouve une voiture familiale, polyvalente, pour beaucoup d'usages, et finalement un usage multiple, particulier, Donc, l'accueil, professionnel. le premier accueil est Donc très bon. super Premier premier accueil est très accueil. Les journalistes nous ont dit vous avez réussi votre coup. Bravo. Et on est embêté, on ne sait même pas quel véhicule mettre en face pour faire des matchs. Bon, on vous laisse à votre embarras. C'est la fin de cette émission. Je suis sûr que vous allez résoudre le problème. Merci infiniment à tous les trois. Merci Julien Lebrun, Merci. directeur des ventes de Dacia France. Merci Alain Di Crescenzio, vous êtes le président de CCI France et bien sûr entrepreneur. Et merci Augustin Jacquelin de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce 5e numéro, je crois, 5e épisode d'Impact PME. Vous êtes, Augustin, le cofondateur de Lemon Tree. Bonne fin de week-end à tous. On se retrouve très bientôt. Et puis bien sûr, le 24 juin prochain à Station F pour notre grande journée Impact PME. À très vite. Ciao. Impact PME l'hebdo.